Il marche ou pas? Oh, impeccable. Apparemment, ça marche très bien. C'est déjà un premier point quand la technique est au rendez-vous. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux d'introduire cette table ronde consacrée aux coopérations internationales des CHU avec un thème principal qui est l'accès aux soins par-delà nos frontières. Je ne vais pas présenter les intervenants qui le feront quand ce sera leur tour de s'exprimer. On a 3 magnifiques projets à présenter aujourd'hui dans le cadre de cette table ronde. Et je tenais à remercier simplement en introduction Véronique Anatole-Touzé qui m'a précédé à la tête de la commission des relations internationales des CHU et à qui nous devons l'organisation de cette table ronde, ainsi que Audrey Kenney et Nathalie Giovanacci qui sont nos deux collègues rennaises en charge de toute la coordination de cette table ronde, et je les remercie 1000 fois pour leur travail. Et puis on va remercier aussi tous nos intervenants qui vont se présenter chacun à leur tour au moment où on va présenter nos projets. On va commencer par la présentation des projets dans un premier temps, avec donc 3 projets qui ont bien entendu des caractéristiques très différentes, mais qui ont aussi des enjeux communs. Je crois que chacun va pouvoir le rappeler, avec des spécificités, puisque la deuxième partie de notre propos va être de présenter les résultats de ces très beaux projets, au-delà de leurs objectifs initiaux. Et puis enfin, chacun et chacune de nos intervenants va dire un mot, un message clé à emporter, comme on dit, pour avoir une synthèse en 1 minute 30 de ce qui a été le cœur de leur projet et des équipes qui les ont accompagnés, et de l'accueil qu'ils ont reçu. Alors les 3 projets, on va démarrer donc par l'assistance publique hôpitaux de Marseille, avec Merci beaucoup. Et je vous laisse directement enchaîner avec le projet Ferrambault, que vous allez nous présenter, Monsieur Lati, qui est cadre supérieur du pôle imagerie à la PHM. Exactement, merci beaucoup pour l'introduction. Donc oui, effectivement, donc le projet Ferrambault, qui est un projet de développement de la radiologie interventionnelle à travers le monde dans les pays à faibles ressources, notamment grâce à l'utilisation des techniques d'embolisation qui permettent la prise en charge des hémorragies sévères, comme c'est le cas notamment dans les hémorragies de la délivrance dans les pays dans lesquels nous intervenons, ou dans le cadre des hémorragies qui surviennent lors des AVP. Alors, ces techniques ne sont pas disponibles dans ces pays pour différentes raisons. On ne va pas les sérier ici, mais très rapidement, c'est qu'une partie du matériel qui est utilisé pour ces embolisations n'est pas disponible, car très onéreux, et les marchés n'étant pas matures, ces matériels ne sont pas distribués par nos partenaires industriels. Un deuxième point, du coup, effectivement, c'est que du coup, il n'y a pas de formation des personnels médicaux et paramédicaux. Et enfin, on est très contraint par le contexte économique et budgétaire pour les politiques de santé publique. Donc, le projet Ferrambault est donc un projet qui a été initié par le professeur Vincent Vidal, comme je le disais, grâce à la mise en place de fils de suture découpés en microparticules pour pallier à ces pénuries de matériel. Et du coup, le fil de suture est devenu un prétexte pour le développement de cette activité. C'est de cette façon que depuis 5 ans, nous entamons des programmes de formation et d'accompagnement à la structuration des services de radiologie interventionnelle en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, et aussi en Afrique centrale, notamment au Cameroun, où les opérations ont été les plus abouties, avec la mise en place de 2 services de radiologie interventionnelle à Yaoundé et à Douala, et à la mise en place d'un programme de formation qui est un programme de formation de formateurs où nous substituons et nous accompagnons les équipes sur place pour les autonomiser sur la prise en charge de la formation. Et ça, c'est un point sur lequel je pense que nous allons tous revenir, qui est très très important pour la structuration de ces projets. Enfin, quelques mots pour terminer au sujet de nos financements. Donc, on a réussi à avoir un financement grâce à l'aide du service de coopération internationale à la science publique des hôpitaux de Marseille, que je remercie, grâce au dispositif APCHI de la DGOS. On a réussi à avoir un financement pour nos actions de 2025. Et ensuite, différents parrains, Claude Lelouch et Yannick Noah, qui nous accompagnent dans ces différentes missions. Merci beaucoup pour la présentation de Ferrambault. On reviendra bien entendu juste après les interventions de nos 2 autres projets sur les résultats que vous avez obtenus avec les caractéristiques propres des pays dans lesquels vous êtes intervenus. En tout cas, félicitations pour cette magnifique initiative. Alors on passe maintenant à un deuxième projet tout aussi pertinent, vertueux et enthousiasmant qui s'est déroulé donc à Madagascar. Mais je vais laisser nos 2 intervenants de la Réunion, que je remercie pour avoir fait ce long déplacement jusqu'à Paris, pour nous présenter votre projet. La parole est à vous. Merci beaucoup. Donc, moi, je m'appelle Rémi Girard, je suis professeur associé en médecine d'urgence à La Réunion, PH aux urgences de Saint-Pierre, et je suis le directeur médical du centre de simulation et du CESU 974. Et donc, grâce à la coopération et via notre CHU, on a pu mettre en place tout un programme en lien avec nos partenaires, et donc ma collègue qui va se présenter juste après, pour pouvoir améliorer l'accès aux soins d'urgence pour les enfants et la pédiatrie à Madagascar.
Donc ce projet, il a été fait pour notre part du coup via le CHU, établissement support de notre GHT, et via surtout des fonds européens, donc l'Interreg, via notre région, qui nous a permis de financer et faire un beau partenariat avec d'une part le CHU, mais également le centre de simulation dont je suis le directeur médical, et puis avec ma collègue à qui je vais laisser rapidement la parole et qui va faire le lien avec l'association Tsiki, dont elle est la présidente. Bonjour à tous, donc docteur Sandrine Ernoux, je suis pédiatre au centre hospitalier Ouest Réunion et je suis également présidente de l'association Tsiki à Majinga, à Madagascar. Donc le projet, il est né suite à notre investissement à Majinga depuis plus de 10 ans. Dans le cadre de l'association, donc Madagascar, c'est le 9e pays le plus pauvre au monde, avec plus de 80% de la population qui vivent avec moins de 2 euros par jour. C'est également un pays francophone, comme la plupart des pays du bassin océan Indien au décours de la décolonisation. On observe une population qui est très vulnérable, avec vraiment des difficultés importantes d'accès aux soins. Et notamment en pédiatrie, on observe vraiment une problématique importante de santé publique. On a un taux de mortalité infantile qui est de 47 pour 1000 naissances. Et le taux de mortalité dans les services de pédiatrie du centre hospitalier de Majinga est de plus de 7%, ce qui représente un taux de mortalité dans un service de réanimation pédiatrique en France. Donc face à cela, lors de nos différentes actions sur Majinga, on s'est vraiment posé la question comment renforcer ces soins-là. On voulait au tout départ mettre en place une réanimation pédiatrique, mais c'était totalement illusoire parce qu'il n'y a pas de laboratoire qui vont avec, il n'y a pas pour les respis, ce n'est pas possible. Donc on s'est dit déjà dans un premier temps, on va renforcer les soins d'urgence pédiatrique et les premiers soins vitaux, d'où la naissance du projet. On a eu des résultats très probants avec plus de 200 agents formés. Cela a été possible vraiment... Ah non, on n'était pas sur les résultats. On va attendre un petit peu pour les résultats. Mais déjà, en tout cas, on vous remercie pour la présentation très claire de ce projet avec votre particularité qui est l'appel en fait à des fonds interrégionaux promus par par la Commission européenne. Je crois que c'est important aussi dans la dimension sur laquelle vous allez insister après, de l'envergure en tout cas des financements et de la notion d'interrégionalité et culturelle qui était à l'origine aussi de votre intervention. Oui, on en parlera dans la partie résultats et puis le mot de la fin comme vous avez dit. Oui. Merci beaucoup. On enchaîne avec le troisième projet qui est porté donc par l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, le professeur Chevalier, rhumatologue de son état, qui va se présenter bien sûr, et nous présenter surtout son magnifique projet d'intervention au Cambodge. Voilà, bonjour à tous, moi je suis PUPH en rhumatologie. J'ai longtemps dirigé le service de rhumatologie à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Et donc c'est un projet qui a été soutenu par la DRI et aussi la DGOS, que je remercie chaleureusement, parce qu'il n'est pas que financier, il est aussi un soutien important de la direction générale de l'assistance publique. Alors, comment est né ce projet? Le projet, c'était de créer une spécialité ex nihilo, puisqu'il y a au Cambodge, qui est un pays qui a à peu près 17 millions d'habitants et une population aussi largement sous le seuil de la pauvreté, il y a un hôpital majeur qui s'appelle l'hôpital Calmet. Il n'y a aucune spécialité de rhumatologie au Cambodge et il y avait 0 rhumatologue. Donc le but de ce projet, c'était vraiment de créer, sur la demande des collègues cambodgiens, la spécialité de la rhumatologie avec, vous avez compris, une double détente, à la fois former les jeunes rhumatologues qui sont donc venus chez nous, mais je vous en reparlerai, et puis aussi former localement pour faire des missions sur place. Je le redirai dans les messages importants, mais c'est une mission qui dure depuis 5 ans. Donc c'est une mission qui, dans l'action, on est revenu pour créer petit à petit. Et je vous montrerai que je crois qu'on n'est pas tout à fait arrivé au but, mais presque au but. Et donc il y a maintenant une offre de soins de rhumatologie au Cambodge, et en particulier à l'hôpital Calmet, qui est l'hôpital de référence encore sur Phnom Penh. Merci beaucoup. Avant qu'on passe à la partie des résultats que vous avez obtenus, et puis on va voir des images, bien entendu, des projets que vous avez menés pour donner encore plus de corps aux propos. Moi, j'avais 2 questions complémentaires à vous poser avant qu'on passe à la suite. On a largement le temps de le faire. C'est d'abord la composition des équipes qui ont été mobilisées, puisqu'on vous voit, vous, autour de la table, et c'est déjà très important. Mais peut-être nous dire un peu la composition de l'équipe et en quoi ça a été pluridisciplinaire et qui est parti et dans quelles conditions. Et le deuxième point, c'est le budget
de vos projets. C'est vrai qu'on ne les a pas rappelés sur le... Voilà, mais peut-être de nous rappeler les moyens qui ont été mobilisés dans un premier temps et la composition de l'équipe. Alors peut-être en recommençant par les Marseillais. Très bien, merci beaucoup. Composition de l'équipe, vous l'avez rappelé, effectivement, pour nous, équipe pluridisciplinaire avec le professeur Vincent Vidal, tête du projet. Nous sommes une cinquantaine dans le projet avec des pharmaciens, des manipulateurs radio, des cadres, des ingénieurs, des directeurs de communication. Donc on est assez disciplinaire, pluridisciplinaire sur ce côté-là. Pour les budgets, effectivement, je vous le disais tout à l'heure, hormis les aides notables de la DGOS par l'APCHI, on a des fonds privés et effectivement, tous nos projets sont soumis et on a encore une fois l'aide de la coopération, des services de coopération internationale pour essayer de tout faire rentrer. Tout est compté évidemment, du voyage jusqu'au repas sur place. Donc on essaie de se limiter le maximum pour essayer de rentrer dans nos frais. Donc c'est un des sujets évidemment pour la pérennité de nos actions. Et vous pouvez nous donner un ordre de grandeur des budgets qui ont été mobilisés côté Marseille? Il faut compter entre 20 et 30 000 euros pour pouvoir commencer à vraiment amorcer des projets, avoir des résultats efficaces. D'accord. Et Ferrambault, dernière question avant de passer la parole aux Réunionnais. Est-ce que vous avez aussi ce côté itératif vous avez aussi obéi à une logique, vous revenez d'année en année, ou alors ça a été une très grosse année et puis ensuite ça passera à autre chose? Oui, exactement. Je rejoins complètement ce qui a été dit pour la PHP. Effectivement, c'est que effectivement notre souhait initial, c'était vraiment de se substituer et de mettre la formation, vraiment de faire former les gens sur place par nos partenaires locaux. Donc ça, c'était très important. Et en fait, les missions qui ont suivi ont été pour nous une montée en compétences uniquement, mais on a opéré directement, très rapidement, une rapide autonomie des équipes sur place et c'est très important. Donc on continue. Tous les 6 mois, on a une équipe qui va repartir et systématiquement, c'est pour une nouvelle montée en compétences, mais on était déjà actif sur l'autonomie dès les premières missions. Et ça, c'est très important. Et je rejoins et je termine avec ce point. C'est très important de maintenir l'action dans le partenariat, très important, parce qu'on a besoin de soutien, ils ont besoin de soutien et on est là pour ça. Merci. Alors côté Réunion, vous pouvez nous rappeler à peu près les moyens mobilisés et puis l'équipe qui est mobilisée autour du projet? Donc pour l'année 2024, il y a eu 2 missions à Majinga, avec chaque fois 4 soignants, des médecins, des infirmières. Donc les médecins, vraiment de façon pluridisciplinaire, il y a eu des pédiatres, il y a eu un urgentiste, il y a eu des infirmières d'urgence pédiatrique et de réanimation néonatale et un médecin hygiéniste. Donc ça, c'est sur 2 missions. Après, on est vraiment sur un projet Interreg. Donc du coup, le personnel de l'hôpital de Majinga est également venu en stage à La Réunion. Et là, il y a eu 4 personnes qui sont venues en stage également donc aux urgences pédiatriques et en réanimation néonatale. Très clair. Je me permettrai juste de rajouter le fait que, comme vous l'avez déjà dit, mais c'est important de le dire, que notre direction de la coopération est derrière nous et c'est beaucoup de monde et c'est beaucoup de choses à gérer parce que quand on pense aux missions, on pense, comme tout le monde, mais billets d'avion, per diem et tout ce qui va avec. Donc il y a toute l'équipe administrative et on les remercie parce que sans eux, on ne pourrait pas le faire, le suivi des dossiers, etc. Merci. Professeur Chevalier, l'équipe qui est partie avec vous? Alors d'abord, c'est toute l'équipe de Mondor de Rhumato qui a été mobilisée. Et en fait, on est parti systématiquement, je pars moi avec 2 jeunes chefs de clinique. Et donc ça a mobilisé sur les 5 ans, il y a à peu près une dizaine de personnes qui sont parties. Ça, c'est pour le côté formation. Sur le côté des formations des jeunes qui sont venus en France, il n'y a pas eu que nous, il y a eu d'autres hôpitaux, Saint-Antoine, Pontoise, etc. Donc ça mobilise aussi d'autres CHU de l'assistance publique. Un petit mot sur le budget. Le budget initial était, on va dire, modeste. Il était de 8 000 €, mais ça nous a permis de faire déjà 1 ou 2 missions. Et ensuite, je remercie aussi beaucoup la direction de Mondor, parce que je sais qu'il y a un ancien directeur qui n'est pas très éloigné, parce que c'est grâce à lui qu'on a pu avoir une ventilation de budget. Et en gros, sur les 5 ans, je crois qu'on est arrivé à budget aux alentours de 20 000 € et pas plus. Donc si on fait vraiment très attention, alors nous on a la chance à la paix d'avoir une DRI qui est quand même très proactive, et on peut s'en tirer avec des budgets qui sont, on va dire, quand même modestes. Merci beaucoup. En tout cas, c'était pour ça, pour donner encore une vraie illustration du fait que d'abord, avec des moyens limités, on peut faire déjà de très belles choses. Et puis le deuxième enseignement peut-être sur les objectifs et les cadrages du projet, c'est le fait qu'il faut que ce soit une mobilisation collective. Obtenir des financements, ça ne suffit pas. Derrière, il y a une grosse organisation de l'équipe elle-même et puis des établissements qui vous supportent. Alors les résultats qui ont été obtenus, on va recommencer par Ferrambault. Renaud Lati,
Et on rappelle quand même, et c'est ce que vous allez nous mentionner, que le sujet part en fait de disponibilité limitée en matériel. Exactement, et avec une innovation technologique qui a été prouvée scientifiquement, avec l'utilisation de fils de suture pour remplacer les agents d'embolisation. Et ça, c'est formidable, avec un premier cas qui a été publié par nos amis sénégalais en 2020. Donc ça a été ensuite, cela est devenu le prétexte pour mettre en place des solutions qui paraissent peut-être compliquées et onéreuses, mais en réalité pas du tout. Donc les résultats obtenus, on le disait, plusieurs dizaines d'embolisations réalisées en parfaite autonomie à l'hôpital général de Yaoundé. Des embolisations également réalisées en autonomie à l'hôpital général de Douala, grâce à l'accompagnement qui a été réalisé par des équipes sur place. Donc ça, c'est très très important. Avec donc une prise en considération, y compris par les autorités, grâce au soutien de l'ambassade de France de Yaoundé. Et je rajouterai aussi un résultat et des points positifs pour nos équipes, pour les équipes locales et les équipes du CHU à Marseille, de la PHM. L'ensemble de ces projets a différentes vertus pour les équipes qui y participent, notamment les équipes marseillaises en France. D'abord, ça s'intègre complètement dans la dynamique de fidélisation de nos professionnels qui intègrent des projets très structurants sur le plan personnel et professionnel. Donc ça, c'est très très important pour nous. On a énormément de volonté d'y participer. Et enfin, un dernier point, c'est que ça participe, et on y reviendra dans la dernière partie de la table ronde certainement, ça participe aussi à une attitude réflexive qu'on doit avoir, nous autres, dans nos établissements, sur certaines de nos pratiques, que ce soit dans la conduite et dans l'organisation des projets ou dans les conduites médico-économiques des différentes actions que l'on mène. Car effectivement, quand vous êtes à très faible niveau de ressources, effectivement, vous développez forcément des solutions qui sont annexes et qui peuvent des fois régler beaucoup de problèmes. Alors, sans vouloir vous piéger, parce que je suis un néophyte en matière de radiologie interventionnelle, en quoi justement le matériel qu'on aurait normalement dû utiliser n'est pas disponible là-bas? Et c'est quoi l'idée avec les morceaux de fil de suture, c'est ça? Vous pouvez nous dire un peu en quoi ça consiste pour faire un peu de pédagogie par rapport à l'assistance? Tout à fait, bien sûr. Le but de la radiologie interventionnelle, donc, c'est de boucher les vaisseaux qui saignent donc, par des petites particules, d'accord, des petites particules qui sont commercialisées donc, par nos partenaires industriels. Donc elles sont très onéreuses, mais elles fonctionnent aussi très très bien. Et l'idée, ça a été du professeur Vincent Vidal, a été de dire si on l'a remplacé par quelque chose qui est disponible et pas cher dans le monde entier. Qu'est-ce qui était disponible et pas cher dans le monde entier? C'est du fil de suture. Je vous garantis que dans tous les CH et CHU de France et du monde entier, il y a du fil de suture, c'est abordable, c'est pas cher et ça fonctionne, on l'a prouvé des dizaines de fois, donc ça fonctionne. Après, encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est devenu un prétexte pour arriver à amorcer ces procédures. Et aujourd'hui, voilà, on utilise encore du fil de suture, mais on essaie d'utiliser des agents convenables en essayant de pérenniser les réseaux de distribution par nos industriels. Ouais, moi, je trouve ça vraiment hyper intéressant. On va en reparler dans les messages clés. Mais je ne sais pas si on peut parler de low-tech, mais en tout cas de quelque chose qui est immédiatement disponible dans le monde entier, à un coût limité. Ça nous fait aussi réfléchir sur nos propres pratiques. Je pense que ça va être aussi un des grands enseignements où on voit bien que c'est dans les deux sens et ce n'est pas uniquement un établissement qui en aide un autre ou un pays qui en aide un autre dans des conditions qu'on a rappelées de populations vulnérables et de faibles niveaux de revenus dans ces pays. On passe à nos collègues de la Réunion et de leur magnifique projet à Madagascar. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des résultats donc, au regard des objectifs qui avaient été les vôtres au départ? Donc, nos résultats, ils ont été très probants, hein. On a eu plus de 200 agents formés au niveau du CHU de Majinga, avec un programme de formation qui est très varié, mais toujours autour des soins d'urgence pédiatrique. Donc on a eu de la formation en urgence pédiatrique, de la formation en réanimation en salle de naissance, de la formation également en hygiène hospitalière, parce qu'on ne peut pas faire de soins sans hygiène hospitalière. Et on a également invité les médecins encadrants d'étudiants, que ce soit à la fac de médecine dentaire de Majinga et au CHU de Majinga, à une conférence sur la pédagogie médicale pour une première initiation à la pédagogie médicale, avec dans cet objectif d'apporter toujours des méthodes pédagogiques innovantes. Donc notre projet, la grande force de notre projet, c'est vraiment un ancrage local. Donc l'association Tsiki, on l'a créée en 2011 avec l'équipe de pédiatrie du centre hospitalier Ouest Réunion. Donc depuis 2011, même si c'est une association humanitaire dans les écoles de Majinga, on est des médecins hospitaliers, donc on était tout le temps au CHU de Majinga et aussi dans les centres de santé à faire des audits. Donc il y a réellement une connaissance du terrain qui est importante.
L'autre force également, c'est que le projet il est vraiment multipartenarial. Donc on observe un engagement très important de nos 2 établissements hospitaliers, donc Rémi au niveau du CHU de La Réunion qui est porteur du projet, mais également le centre hospitalier Ouest Réunion qui a vraiment mis également à disposition le personnel. Comme je disais, donc l'ancrage de l'association, mais également cette richesse qui est que Rémi est le directeur du centre de simulation de La Réunion. Et c'est vrai que ça nous a permis d'amener vraiment des pédagogies innovantes à Madagascar. Des simulations, ce n'était pas quelque chose qui était habituel. Des cours sur la pédagogie médicale non plus, quoi. Et ces méthodes-là ont permis vraiment au fait une autonomie rapide de façon pluridisciplinaire, quoi. Hyper intéressant, et puis merci de rappeler effectivement que c'est plusieurs centres hospitaliers réunionnais qui ont été mobilisés dans le cadre du projet avec une vraie complémentarité et l'intervention donc de la simulation dans le développement de méthodes pédagogiques et l'ancrage local grâce à l'association. Professeur Girard, un complément sur ces résultats peut-être nous dire sur la partie simu exactement comment ça s'est passé, concrètement comment vous implantez la méthode de simulation dans un environnement qui n'est pas historiquement fait pour ça. J'ai combien de temps? Vous avez le temps qu'il faut. Bon d'accord, je vais aller vite. Ça va faire partie des messages clés à remporter, mais en gros, et j'aime beaucoup ce que vous disiez sur la pratique réflexive de finalement comment nous on s'organise, et ben, je vous invite vous tous à vous mettre en pratique réflexive quant aux formations qu'on peut faire dans un pays culturellement différent et comment on peut prendre en compte ces interactions socio-culturelles pour favoriser les apprentissages. Eh bien, ça, c'est mathématiques de thèse de sciences et c'est ce qu'on va faire typiquement dans l'océan Indien. Alors, ça a déjà été étudié dans nos pays occidentaux, on va dire riches, en Amérique du Nord, Europe de l'Ouest. Ça a beaucoup été exporté par la suite en Asie, typiquement au Cambodge, l'Asie du Sud-Ouest. Ça a été bien étudié sur comment on peut développer une compétence culturelle en tant que formateur. Ça, c'est quelque chose qui m'anime énormément parce que finalement, aller dans un pays pour former quelqu'un, c'est bien, mais essayer d'améliorer le transfert des apprentissages en améliorant les interactions socioculturelles, ça, c'est un vrai challenge et ça, il faut le prendre. Je m'arrêterai là. Et la dernière chose, tout à l'heure, vous parliez de low-tech par rapport au matériel. En fait, ça s'appelle de l'affordance et c'est de l'ergonomie. Le détournement d'un outil qui existe déjà, utilisé pour quelque chose d'autre. En ergonomie, ça s'appelle de l'affordance. Ben voilà, on aura au moins appris un nouveau mot, en tout cas pour ma part, au-delà d'une technique d'embolisation dont je ne suis pas spécialiste, comme chacun l'aura compris. Professeur Chevalier. Ouais, j'ai aussi appris quelque chose. Voilà, ben comme ça, on voit bien que voilà, même nos enseignants-chercheurs ont appris quelque chose aujourd'hui. Non, nous, le but, c'était vraiment de créer, donc, je l'ai dit, ex nihilo, la spécialité. Donc, il y a quand même une petite fierté de dire qu'il y a une équipe de jeunes rhumatologues. Ils sont 4 maintenant à l'hôpital Calmette, donc ils répondent à la demande de soins en rhumatologie. Cette demande de soins, il faut la considérer pas seulement comme un savoir clinique, mais c'est vrai que dans notre spécialité, vous savez qu'on fait beaucoup d'échographie, et surtout on fait beaucoup de gestes sous échographie. Et l'équipe jeune qui est actuellement à Phnom Penh, ils savent parfaitement manipuler les échographes et ils font des infiltrations. Pour vous dire que jusque-là, à Phnom Penh, il n'y avait pratiquement pas d'infiltration faite et c'était un problème pour les hanches ou pour les infiltrations rachidiennes. Et grâce à cette petite équipe et aux missions qu'on a fait, il y a maintenant un vrai service donné sur les soins. Donc ils sont actuellement 4. Il y en a encore 2 en formation. C'est une équipe qui est très jeune, évidemment, qui demande à être consolidée. Ils sont toujours intégrés dans un service de médecine interne, mais avec l'extension de Calmette, on espère bien qu'un jour, il y ait un service autonome de rhumato. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, c'est l'enseignement, puisque nous, dans l'émission, on a aussi fait de l'enseignement auprès des étudiants de l'université de Phnom Penh. Justement, pour vous dire et pas trop insister, il y avait un cours sur la polyarthrite rhumatoïde qui recouvrait l'ensemble du champ de la rhumato. Et nous, on a fait maintenant un enseignement de rhumato qu'on fait de façon annuelle. Et petit à petit, ça prend encore auprès du doyen de la faculté qui est rattaché à Calmette de former des gens, d'y arriver. Donc je pense qu'on est déjà arrivé à un premier point sur une équipe autonome qui répond à des soins qui n'existaient pas, avec une grosse demande. Hyper intéressant. Sur cette partie-là où vous faites le lien avec des sujets très universitaires, il y a aussi une coordination sur ce plan-là avec l'université, qu'elle soit locale ou... Oui, tout à fait. Alors à l'époque, on avait déjà passé un contrat avec la PHP, c'était Martin Hirsch. Il y avait un contrat de formation entre la PHP et l'université auquel ils sont rattachés. Et puis on a des liens assez forts avec le doyen et le recteur, puisqu'au bout de 5 ans, on finit par connaître bien les gens.
Et donc on a des liens très forts pour faire venir les gens. En fait, on sélectionne un peu les étudiants qui veulent le faire et on a une espèce de filière maintenant d'étudiants qui viennent régulièrement. J'ai une question à vous poser avant qu'on passe donc au message clé que vous souhaitez que nous emportions avec nous au-delà de cette table ronde qui synthétisera à la fois l'intérêt propre de chaque projet et puis aussi ce que nous on a reçu, je dis nous au sens très large du terme, dans le cadre de ces collaborations et ce qu'on garde aussi avec nous au-delà de ce qu'on a déjà donné. C'est quoi finalement pour vous l'évaluation et le facteur clé de dire les objectifs sont atteints si on devait déterminer 1 ou 2 points en disant on y est arrivé, ou alors on est encore non pas au milieu du gué, mais en tout cas on a encore des choses à faire pour aller au bout. Ce serait quoi les 2-3 points, s'il y en a de ce type-là, pour cette évaluation? Et si oui, comment vous évaluez l'atteinte des objectifs qui étaient fixés dans vos projets? On peut parler méthode aussi. Je dirais pour notre part que le premier point, c'est l'autonomie des équipes sur place, la capacité pour eux de pouvoir réaliser des formations eux-mêmes et donc pérenniser les projets mis en place et d'avoir vraiment compris les process et de les mettre en place pour la prise en charge des patients telle qu'elle a été identifiée dès le départ. Je crois que ce sont vraiment les 3 points essentiels pour nous qui sont signes d'une réussite du projet. Très clair. Côté Madagascar? Côté Madagascar, je vais rajouter en plus de l'autonomie dont vous avez déjà parlé. Il est très compliqué en termes d'évaluation stricto sensu dans le milieu de soins. Finalement, l'apport des formations qu'on peut faire, parce que ça, c'est sur une échelle de Kirkpatrick et on est sur du niveau 4, ce qu'on peine déjà difficilement à faire en métropole en France. Donc, on se fixe des objectifs qui sont finalement inatteignables. Et donc, on voit finalement ce qu'on fait après via le rapport de mission. Surtout, on fait attention également à quel est le public à qui on a fait de la formation. Finalement, ce sont des hommes, ce sont des femmes qui sont les professions pour atteindre ce caractère pluriprofessionnel dont on a déjà parlé et qui est vraiment majeur. Et ensuite, concernant cette évaluation-là, je pense que ça viendra, on va dire, la véritable évaluation, elle sera plus fine quand les organisations seront prêtes à pouvoir la faire. Je pense qu'il y a un sujet organisationnel au départ de pouvoir évaluer strictement ce que nous, on met en place et qui prend du temps déjà en France, dans des pays avec des systèmes beaucoup plus immatures. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Très clair. Professeur Chevalier. Moi, je dirais oui, clairement. Il n'y avait pas d'offre de rhumatologie sur la capitale, ni même dans le pays du reste. Si vous venez maintenant à Calmette, vous aurez affaire à une jeune équipe de rhumatologues qui sont bien formés, qui peuvent vous prendre en charge, qui est encore fragile parce qu'il y a encore de compositions trop modestes en nombre. Mais cet objectif-là, il est atteint. Et dans l'hôpital francophone de Phnom Penh, ce qui est aussi, on verra dans les messages clés, un point très important. On est parfaitement lancé pour la dernière partie de la table ronde sur un message. Enfin, il peut y avoir plusieurs messages clés, il n'y a pas de débat, de chacun d'entre vous. Alors, on va commencer par le Cambodge. C'est comme ça. Finalement, c'est le Cambodge qui démarre. Donc, quels sont les 2-3 points ou le point sur lequel vous souhaitiez insister en synthèse de... Moi, j'ai un message. Si j'en avais qu'un, j'en retirerais un seul. C'est la durée dans l'action. C'est la durée. Je veux dire, venir et faire, mais ne pas revenir, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Revenir et former des gens, les faire venir et venir nous-mêmes, ça crée des liens d'abord extraordinaires, des échanges qui sont devenus des relations maintenant qui sont quasi amicales, où on connaît tous les gens de Calmette. Donc la durée dans l'action pour faire quelque chose avec ces pays, c'est majeur. Le deuxième, c'est l'autonomie. On n'est pas là pour apporter quelque chose et partir, on est là pour pour que quand on parte, on sait que ça marche. Et la richesse des échanges qui est tout à fait à titre personnel extraordinaire. Un très grand merci. On va passer à Ferrambeau, ou à moins qu'on fasse dans le sens inverse. Tiens, on va passer avec les Madagascar. C'est quoi finalement les points qu'il faut absolument qu'on retienne de votre projet, au-delà de son caractère passionnant et extraordinaire? Au-delà du côté très équipe et personnel soigné, comme ça a déjà été évoqué, si on fait un pas en arrière, c'est intéressant de voir que du coup la Réunion participe en tant qu'acteur majeur scientifique et centre de référence et de recours dans l'océan Indien au service de la coopération hospitalière internationale. Et donc ça, c'est vraiment un sujet majeur parce qu'on nous demande maintenant de venir. Donc on est très sollicité dans ce contexte-là, même si on sait qu'il y a des partenaires métropolitains qui viennent. Et on va dire que le travail est tellement énorme dans la zone que c'est un sujet qu'on peut largement partager ensemble. Ensuite, ça j'en ai déjà parlé, la prise en compte de ces interactions socio-culturelles. C'est un sujet qui est de plus en plus à la mode, qui a été largement mis en avant depuis la fin des années 2010, notamment avec nos collègues nord-américains qui s'occupent de l'éducation médicale. Et donc il y a des théories sur l'apprentissage et donc les interactions socio-professionnelles, qui est donc une thématique de recherche que moi je vais développer dans la zone. Et finalement, c'est là où on rejoint le dernier point, c'est que
cet apport scientifique et ces missions de coopération sont des vraies opportunités pour développer d'autres partenariats. Et grâce à ces missions de coopération, avec tout ce côté justement international, on va à la rencontre des acteurs du terrain. Donc, ce qui nous a permis, en tout cas grâce avec Sandrine et à l'association Tsiki, de rencontrer la directrice du CHU de Majinga, le président de l'université de Majinga et toutes les différentes parties en lien avec la santé. Et donc, ça nous permet vraiment de pouvoir développer des partenariats. Donc, on a mis en place des conventions cadres, des conventions de partenariat pour poursuivre d'une part les recherches dans cette thématique socioculturelle, parce que comme vous l'avez déjà compris tout à l'heure, la pédagogie, ça les passionne, parce que finalement, ils n'ont pas de formation dans ce contexte-là. Donc, c'est un véritable sujet. Et encore une fois, moi, ce que je retiens fortement de ces missions-là, c'est qu'on est surtout là pour les aider à faire et certainement pas à faire à leur place. Oui, et puis vous apportez, je trouve, une dimension, comme ça a déjà été apporté. Vous êtes tous d'accord en fait sur la nécessité du temps long, sur la nécessité de rendre autonome et de former pour qu'ensuite ils soient eux-mêmes en mesure de le faire. Et puis sur la dimension culturelle, on n'a pas parlé beaucoup de la francophonie, on l'évoquera peut-être après, mais je crois que c'est ce qui rassemble aussi hein, vos trois projets. Et ça a une dimension très importante sans trahir vos propos sur cette question-là. Pour terminer sur le dernier message, je me suis... Voilà, sur Ferrambault. On va terminer un peu loin de la Terre. Mais... On va terminer un peu loin. Juste deux messages. Le premier, ce serait pour pérenniser ces actions, évidemment, ce serait la coopération et entre hôpitaux. C'est la raison pour laquelle nous travaillons effectivement à l'avenir pour un consortium avec les CHU d'Angers et de Grenoble pour des actions au Togo et en République démocratique du Congo. Et ensuite, le second point, il revient à ce qu'on a dit, je pense, sur l'ensemble d'un projet, c'est sur cette attitude réflexive et la nécessité d'avoir un aspect très bilatéral dans ces coopérations. Et pour nous, le meilleur moyen de le mettre en évidence, cela a été réalisé par un autre projet porté par le professeur Alain Luciani de la PHP et le professeur Vincent Vidal de la PHM, qui est un projet qui a été réalisé en lien avec l'Agence spatiale européenne, le CNES, pour la création d'un kit de radiologie interventionnelle qui accompagnera les futurs astronautes qui feront le voyage sur Mars dans quelques années. Et pour ce projet-là, le CNES nous avait demandé de réaliser, donc encore une fois, il y avait plusieurs membres, personnalités qui ont participé à ce projet, nous avait demandé le CNES de réaliser un kit très minimaliste avec des solutions très simples et très faciles d'accès. Et ce sont nos partenaires camerounais et tchadiens qui nous ont proposé les meilleures solutions et que nous avons mis en place dans ce kit qui a été réalisé, qui a été officialisé, qui a été testé par les membres du CNES en Suisse. Donc, comme quoi, finalement, entre nos projets, entre l'accès aux soins dans les pays émergents et l'espace, il y a un lien qui peut être fait. Donc, c'est une très belle finalité de ces projets. Eh ben, on a d'abord qu'un mot à dire, c'est bravo à tous les trois. Moi, quand j'ai découvert ces projets, je le dis à titre personnel et professionnel, mais j'ai été impressionné par leur qualité, la ténacité, la détermination, parce que je pense que c'est beaucoup d'efforts aussi qui sont faits par vos équipes au-delà de vos fonctions respectives dans vos établissements. On voit bien que vous avez aussi bénéficié d'un soutien, à la fois sur le plan institutionnel et puis sur le plan des financements. Et puis surtout, que vous en avez retiré cette idée que je trouve moi absolument à la fois émouvante et puis qui rassure aussi sur notre capacité de collaboration entre êtres humains. C'est de dire qu'on a au moins autant à apprendre de celui vers qui on se destine que ce que nous-mêmes on apporte. Et on voit bien que là, dans le dernier exemple qui a été donné, que c'est même d'ailleurs l'avenir qui se joue dans ces relations, à la fois sur le plan culturel et sur le plan de l'usage pertinent des ressources dont on dispose sur notre belle planète. Donc pour toutes ces qualités-là, bravo et un grand merci pour votre participation à cette table ronde. Voilà, merci beaucoup.